La transaction la plus chère qu'on a fait, c'est 600 000 €. La transaction moyenne, c'est 135 000. Là, on va faire plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. En termes de CA, on vise les 100 millions d'euros. Je suis entrepreneur pour la liberté que ça offre. La voiture individuelle, moi j'en suis convaincu, elle va disparaître. Là maintenant, on dit que tout le monde peut entreprendre. Entreprendre, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas du tout fait pour tout le monde. La vie, elle n'est pas faite juste pour faire des sous. Elle est faite pour se faire plaisir. Et les sous, c'est un moyen de se faire plaisir. Tu sais, c'est le combienième épisode de Just Brand? Ça doit, je dirais, attends, ça fait 25e. Ah là là, c'est pas un abonné fidèle, les gars. C'est combien, là? 33. Bah 33, j'étais presque. 25, 33. Bah 25, 33. C'est la deuxième année. Je me dis 25 à 52 semaines. Je suis cartésien, moi. Je divise l'année par deux, je me dis... On n'est pas au milieu de l'année? Non, mais je divise l'année par deux, un épisode tous les 2 mois. Ouais. Ah, voilà. Un épisode tous les 2 mois? Ouais. Moi, je suis un épisode, non, un épisode par semaine. Voilà, un épisode toutes les 2 semaines, pardon. Non, toutes les semaines. Voilà. Bah du coup, il y a 52 semaines, mon ami. Hein. Donc il en manque un. Oui, parce que j'ai pas commencé début d'année. Ah, ok. Eh oui. Donc 33. Ouais. C'est le 33e épisode. C'est un très beau chiffre, ça, 33. C'est vrai. Et qui est le 3e épisode de la saison 2. C'est vrai. Parce qu'on est la 3e semaine de janvier. C'est vrai? Voilà. Donc t'es sur un très bon rythme. Ouais, mais ça sort pas cette semaine. Ah merde. pour contextualiser, là, je viens de tourner les 2 premiers épisodes de la saison. D'accord. Tu fais ça en gros, quoi. Ouais. Voilà. J'optimise mes séjours à Paris. C'est vrai, tu fais bien. Pas facile d'être parisien. Alors, Just Brand, un podcast où on parle de... Marc. Ah, yes. Les gens Parce qu'on est en France. C'est bien, les gens disent brand. D'habitude, toi, tu dis marque. Exactement. C'est carré. Ça, c'est très, très bien. On est avec le grand... Alexis. Ou Alexandre, parce qu'Alexandre le Grand. Mais c'est Alexis, ma mère n'aime pas qu'on m'appelle Alexandre. Ou Alex. Hein. Mais je m'appelle Alexis. Hein. Tu préfères Alexis ou Alex? Alexis. Oh, parce qu'Alex, c'était trop Alexandre. Exactement. Ok. Et Alexis? Non, ma mère m'a appelé Alexandre. Oui. Voilà. Et du coup, Alexis? Bertou. Voilà. Je fais genre, j'oublie les... Bah, tu m'appelles chef d'habitude. Hein. Ouais, bah, patron. Voilà. Je sais pas si chef, c'est plutôt le mec d'un kebab. Je te l'ai pas dit plusieurs fois, mais chef, typiquement, t'aimes pas quand je t'appelle chef? Plus tu descends dans le sud de la France, c'est potentiellement une insulte. Du coup, je te le dis. T'es pas sudiste, toi? Bah si, je viens du sud de la France. Donc du coup, là, je te dis pas, parce qu'à Paris, c'est commun d'appeler les gens chefs. Ouais. C'est même sympathique. Okay. Dans le sud, c'est plutôt dénigrant. Ok. Voilà. Donc, faut t'adapter au public. Je t'appelle comment? Alexis. Par mon prénom, peut-être. Ok, et donc tu as fondé une très belle marque. Marque ou brand. Brand, voilà. Les deux. Enfin, on essaye. Une belle entreprise. On a des casquettes. Je précise pour que les gens voient. Je la mets à l'envers parce que le cadre hardi, il faut la mettre à l'envers. Sinon, on voit pas mes yeux. Voilà. Tu vois, souvent, on voit pas tes yeux. C'est vrai. T'as fait un peu... On voit ses yeux ou pas? C'est un peu sombre. Voilà. Mais c'est ma personnalité, donc ouais, pas de problème. Tu fais un peu le mec... J'ai pas d'adjectif. Sombre. Sombre, ouais. Dark. Et donc, tu as monté, du coup, cette entreprise où tu vends des voitures. Exactement. Et tu vas nous en parler un petit peu plus dans cette épisode de podcast. Un peu plus tard. Si un peu plus tard. Exactement. Parce que, en fait, c'est ton premier épisode de podcast filmé. C'est vrai. Et donc, pour inaugurer cette entrée sur le marché de l'influence, tu vas nous raconter ta vie. Et tu vas pas être déçu. Eh ben, j'espère pas. Ah, je sais pas. Sinon, je vais pas avoir rentabilisé mon studio. Sinon, dans tous les cas, tu les tournes, tu les montes après, tu peux couper, tu peux le supprimer. Hein. Ouais, je dis ouais. C'est vrai. Puis pire invité. Je repartirai avec mes casquettes, par contre. Trop premier degré. C'est bien comme ça. Voiture. Le logo, il est stylé. Si vous le voyez pas bien, j'ai l'affiche en grand. Exactement. C'est un aigle pour la prédation. Et les mecs là, je vais mettre ton site. Je vais filmer le scrolling de ton site. Actuellement, vous voyez le scrolling du site qui est trop stylé. Avec les 3D et tout. C'est gentil. Ça j'adore. Gros boulot, 2024. À chaque fois que je l'ai montré à des potes, ils ont fait waouh. Parce que je l'ai montré à facile 20 personnes. C'est con qu'ils achètent pas plus souvent. J'ai pas assez de collègues qui sont dans ton cœur de cible, malheureusement. Non, pas du tout. Donc effectivement, on achète et on vend des voitures. Voilà. Effectivement. Et mais d'une manière assez... Sur Internet. Ouais, sur Internet. Voilà. Assez atypique. À distance. À distance. Sans que le client voit la voiture, mis à part sur un set de photos.
Et on délivre une expérience qui est plutôt très premium et qui ne déçoit jamais le client une fois qu'il est allé au bout. Et la difficulté, c'est de transformer les clients, enfin des visiteurs du site, pour aboutir à la livraison. Et tu les aides à financer la voiture? Oui, après, on a des accélérateurs de vente comme le financement, etc. Ok. Alors, commençons par le commencement. D'où est-ce que tu viens? On sait que tu viens du Sud, mais plus en détail. Bah, je suis arrivé. Je suis arrivé en Uber. Je suis arrivé en Uber là tout à l'heure. Et du coup, c'est nouveau pour moi la capitale. Non, je suis arrivé à Paris à 18 ans pour faire mes études supérieures. J'ai fait une école d'ingénieur dans l'automobile parce que j'étais passionné d'automobile quand j'étais petit. L'ingénierie automobile, effectivement, j'en ai pas fait une passion. Et derrière, en fait, j'ai fait une année supplémentaire à Dauphine sur la partie business pour après avoir en fait une carrière et un potentiel de carrière qui est un peu plus large. Rapidement, je suis arrivé sur des expériences entrepreneuriales parce que ma première expérience en banque d'affaires, ça s'est pas bien passé. Ma seconde expérience dans un cabinet de conseil m'a amené à faire de l'entrepreneuriat dans l'entreprise et c'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre. Et autour des années 2010, on a vu apparaître une société qui s'appelait Uber en France. Et nous, on a lancé un des premiers concurrents d'Uber à Paris en 2012 qui s'appelait 5S. Aujourd'hui, sur le segment, toujours le segment premium, on accompagnait les hôtels. On avait plus de 5000 chauffeurs. On a formé plus de 10 000 chauffeurs en région parisienne. Et on a fini par vendre l'entreprise 6 ans après au leader du transport premium en Europe. Donc en 6 ans, tu as fait un petit cash-out. Voilà. Après, je me suis embêté pendant 1 an parce que j'ai fait une transition managériale. C'était long, mais long, mais long. Voilà. Ça aurait dû prendre 1 mois, ça a pris 1 an. Mais par obligation contractuelle. T'accompagnes, ouais. Du coup, c'était un peu pénible. Après, j'ai eu une expérience dans un fonds d'investissement qui accompagnait les DNVB, ou les D2C, comme on dit maintenant. Je suis revenu à vouloir entreprendre pour moi-même. Et j'avais des problèmes pour acheter des voitures de sport. C'est des vrais problèmes. Ouais, gros problème. Gros problème. Du coup, je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas me faire telle ou telle offre ou je pouvais pas avoir telle ou telle voiture parce que je savais un peu comment ça fonctionnait derrière. Et je disais, mais putain, mais pourquoi vous pouvez pas? Et du coup, j'essayais de forcer. Le mec, il me dit, je peux pas. J'ai dit, ok, tu peux pas, moi, je vais me le faire pour moi. Et du coup, on en est arrivé à pouvoir développer et à créer John Steer, qui est une offre, en fait, sur le segment, en fait, de la seconde main. On ne vend que des voitures qui sont seulement immatriculées, enfin, qui sont déjà produites plutôt. Et dessus, on structure des offres sur mesure de financement. Et c'est un objectif, c'est quand on comprend bien le financement auto, on s'aperçoit que le coût du financement, il est dimensionné sur la décote de la voiture. Donc, si on choisit une voiture qui décote très peu, donc qui décote de 10 000 €, ça reviendra au même que d'acheter une voiture qui vaut 10 000 €. Parce qu'en fait, on finance la décote. Donc, en fait, si on a une voiture qui vaut 200, qui décote de 10 000, qui vaudra 190 à la fin, on va financer 10 000 comme si on achetait une voiture à 10 000. Donc, on peut rouler dans une voiture à 200 comme si on achetait une voiture à 10 000. Voilà, j'ai tiré les traits, mais c'est l'esprit. C'est de la magie, quoi. C'est un peu ça. C'est la magie de votre boîte. Voilà. Et du coup, on upgrade les clients qui, eux, sont passionnés d'automobile ou qui considèrent le produit automobile comme un objet important dans leur vie. Nous, on va les upgrader sur des produits, en fait, plus haut de gamme, mieux optionnés, meilleure finition que ce qu'ils pourraient avoir en concession. Ça, c'est stylé. Voilà. Du coup, nous, on fait kiffer, nous. C'est ça, on vient s'acheter une petite voiture et toi, tu dis, tu peux avoir la même, mais en mieux. Exactement. On a un client, on a un exemple d'un couple d'infirmiers libéraux qui, dans le sud de la France, qui viennent nous voir et qui disent on a regardé chez Ferrari, on a regardé la 458, c'est sympa, par rapport à notre budget, c'est bien. On demande c'est quoi le budget? On nous dit en fait, on lui dit monsieur, nous pour le même budget, en fait, vous n'allez pas être en 458, vous n'allez pas être en 458 Spider, mais vous allez avoir une 488 qui a 3 ans, au lieu d'avoir une voiture qui a 15 ans. Du coup, le mec, il était content? Il pleure. Pour le vrai. Ouais, tu m'étonnes. Il pleure. Ouais, parce que ouais. Ça faisait partie des premiers clients, la première année et tout. Le mec, il pleure. Là, tu dis, ok, j'ai bien choisi mon taf. Ouais, et c'est sympa. Et l'autre, ce qui est plaisant dans ce marché, vu qu'on adresse, on vend des produits à des personnes, même si c'est des chefs d'entreprise, peu importe, c'est pas ce qui est important, ce qu'il y a derrière, mais c'est des projets plaisir. C'est pas la vente d'un SaaS
de n'importe quel business boring qu'on peut voir. Non, mais moi, quand j'ai monté ma première boîte, on a été un des premiers clients de PayFit. Ouais. PayFit, c'est un succès français incroyable. Donc, Firmin, on le voyait, il nous parlait, on faisait partie de les bulletins de paye, on avait le code, on faisait partie des boîtes test et tout. Et je me disais, mais comment il peut faire ça? Mais qu'est-ce que c'est chiant? Et on avait, nous, la compétence métier, technique, technologique, pour faire ce qu'il faisait. Je voyais pas, mais j'y voyais aucun intérêt. Je me disais, mais putain, mais comment tu te lèves le matin, te dire, ah tiens, je vais faire des fiches de paie. Je vais révolutionner les fiches de paie. Mais je vais faire des sous, mais même pas du tout. Tu peux faire des sous dans un truc qui te fait plaisir. Bah, c'est mieux, ouais. Et puis même, tu peux en faire moins dans ce cas-là. Parce qu'en fait, la vie, elle n'est pas faite juste pour faire des sous. Elle est faite pour se faire plaisir. Et les sous, c'est un moyen de se faire plaisir. Mais après, on peut s'offrir du plaisir différemment. Tu vois. Hein? C'est un autre podcast. Voilà. J'ai bien vu tout à l'heure que tu pouvais te faire plaisir différemment. Hein? Ouh là 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 là. T'avais un peu du mal à me parler en me regardant. Bah, écoute, c'est soit je t'éblouis, soit il y avait des trucs qui passaient à gauche et à droite. qui étaient des belles voitures. Des belles voitures. Ouais. Mais t'es un peu éblouissant aussi. C'est vrai. Des très très belles carrosseries. Mais c'est trop bien. Et je pense qu'il est au courant. Hein. Ah oui, mais... Ouais. C'est pour ça qu'il bosse là d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il bosse là. Et pour l'anecdote, quand on s'est rencontrés, tu m'as DM sur TikTok. Sur TikTok, c'était ? Ouais, parce que je trouvais effectivement tes vidéos très sympas. Mais je comprends que c'est pas toi qui les fais apparemment. Non, je rigole. Non, effectivement, je trouvais ton branding très cool pour la mise en avant, effectivement. Et puis les shorts qui étaient réalisés étaient très sympas. C'est ouf, hein. J'aimerais bien avoir plus d'abonnés comme toi. Et du coup, tu m'as invité dans tes bureaux dans Montparnasse. C'est vrai. Bon, bah, les gens connaissent. Non, d'abord, t'étais en bas et j'étais pas là. Oui. Voilà. J'étais là, mais c'est juste que je décrochais pas mon téléphone. J'ai attendu 1h30. Non, pas 1h30. T'as attendu un petit moment. J'étais effectivement mon téléphone sur ne pas déranger parce que j'étais concentré sur ce que je faisais. Mais j'étais là, hein, j'attendais. J'étais vraiment. Mais genre, vraiment, je suis arrivé. Puis, vu que c'était le week-end. C'était un dimanche. Voilà, le videur, il peut pas te. Le videur, on parlait, il peut pas te laisser rentrer. Du coup, bah, j'ai attendu. Et tu venais pas, du coup, je suis allé poser dans un café. Et en bas, et tu rappelles. Bah alors, t'es où, Arthur? Bah là. Non, t'as pas dit ça. T'étais un peu plus énervé quand même. Non. Un petit peu quand même. Ah ouais? Mais j'ai compris. J'ai senti que t'étais un peu saoulé, mais j'ai trouvé que c'était légitime. Ouais. Oh, je pense. C'est un test au début, juste pour voir si c'était simple. Non, en vrai, bah, c'est pas. En vrai, j'étais pas. Bah, j'ai montré que j'étais saoulé, mais juste pour montrer, tu vois. Mais t'as eu raison. Ouais, je pense. Mais et du coup, ouais, moi, j'ai kiffé tes bureaux. C'est gentil. Il y a eu un vrai travail sur la modification, les bureaux, parce que l'espace de travail, c'est l'endroit où on y passe du temps. Hein. T'accueilles des clients là-bas? Non. Nous, les clients, on les voit bien, mais à distance, tu vois. Ouais. Voilà. Non, franchement, on n'accueille pas de clients. C'est vraiment un espace de travail, en fait, pour les collaborateurs, etc. Parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps au travail et il faut que ce soit un espace agréable. En tout cas, j'ai bien kiffé. Et des belles carrosseries. C'est vrai. Donc là, aujourd'hui, t'as ta petite marque. Elle a quel âge, là, ta boîte? 5 ans, 6 ans, fin 2019, on a créé. T'as des petits chiffres à nous donner? Bah ouais, là, on va avoir fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. En un an? Non, depuis la création. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Et ce qui est important dans une entreprise, c'est pas combien tu fais de chiffre d'affaires, mais c'est combien tu gagnes à la fin. Tu gagnes combien à la fin? Bah, ça va. C'est public, hein, c'est sur Internet. Hein. Et tu peux le dire, du coup. Attends, si tu veux pas le dire, le dis pas. Et donc, du coup, là, avant de tourner le podcast... J'aimerais pas le prochain me faire kidnapper, quoi. Non, mais tu sais... T'es pas encore un assez gros influenceur. C'est vrai. C'est fort possible. Mais je suis bien où je suis. Nicole, donc, du coup, il y a des sujets de branding, effectivement, et pouvoir communiquer autour de la marque. Le pourquoi dont on fait ça aujourd'hui, c'est que on vend des produits qui coûtent extrêmement cher, à distance. On vend des appartements. La transaction la plus chère qu'on a fait, c'est 600 000 euros. La transaction moyenne, c'est 135 000. Le client, on l'a au téléphone. Depuis là, on s'est dit cette année qu'on allait peut-être faire des visios. Voilà. De se faire coucou. Voilà, du coup, ça n'a pas révolutionné le truc. Hein. Mais on s'est dit qu'on allait faire des visios. C'était peut-être bien qu'ils puissent mettre un visage sur qui on était.
sans que le client voit le produit. Il doit nous faire confiance de bout en bout et à la fin, il doit être satisfait. On y arrive parce qu'en fait, on a 0 client qui a été insatisfait du produit qu'il a acheté avec nous, parce qu'on est effectivement très bon conseiller dans l'achat du produit en question, pour évaluer les compromis, lui faire des compromis propres au budget sur les bons items, et du coup, quand il a de fausses idées, il essaie de les déconstruire pour que justement, il puisse avoir en fait le produit le mieux qu'il aurait pu jamais avoir. Donc on a un taux de satisfaction qui est extrêmement fort et on a effectivement un taux de transformation par rapport à l'ensemble de nos prospects qui est faible. Et on doit faire un travail là-dessus. Et on sait que les marques qui ont un branding fort ou un personal branding fort aujourd'hui, ça casse ces barrières à l'achat. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas toi qui le dis, non, tu l'as dit plusieurs fois. non, mais c'est vrai. Et du coup, on va travailler là-dessus. Ouais, c'est ça qui est cool. Et justement, la trend qu'on parlait tout à l'heure de créer une communauté et tout. Après, il y a l'aspect communautaire qui est encore un aspect supplémentaire. Mais qui participe à la brand. Qui participe à la brand, qui permet en fait d'amplifier la marque. Déjà, en fait, il y a plusieurs étapes dans une entreprise. Les gens, ils disent « Ah ouais, je veux une marque. » Mais en fait, d'abord, fais une boîte. Et après, non, mais c'est vrai. C'est que ta marque, elle peut se construire une fois que tu as une entreprise, une fois que tu as un market fit, une fois que tu as des clients, une fois que tu as un persona, une fois que tu as correctement identifié tes prospects et comment peuvent évoluer tes prospects en fonction de la diversification de tes offres. Mais sinon, ça ne sert à rien. Tu sais, les gens qui se concentrent sur « Vas-y, je vais me faire un logo, machin, moi, mes clients, c'est ça. » Et ils n'ont encore pas vendu un truc. Nous, au début, on avait un CMS, des fiches produits, et puis les mecs, ils voyaient des voitures, que ce n'était pas celle-ci qu'il allait acheter, quoi. Et après, on envoyait des emails avec les différentes voitures qu'on proposait. Donc, en fait, ça se faisait à l'ancienne. Par contre, ouais, on faisait l'acquisition de nos clients avec du SEO, du SIA, on avait une page Instagram, mais bon, ça vivotait. Et 3 ans après, on s'est dit, OK, on est plus gros, on a plus de demandes, il faut, pour pouvoir casser des paliers, qu'on construise une marque. Et ça contribue déjà à la valorisation de l'entreprise, mais ça contribue aussi à la valorisation du business et à la facilitation du business. Ce qui fait que, en fait, on va travailler sur la marque. Et pour travailler sur la marque et déboucher sur un logo, tout simplement, c'est un gros travail en amont sur l'étude de nos prospects, questionner nos prospects, questionner nos clients, questionner ce qu'on appelle, qui sont importants pour nous, les prescripteurs, qui ne sont pas forcément nos clients, mais on pourrait dire, OK, cette personne-là, j'ai besoin d'avoir son avis, même si elle n'est pas client. Mais parce que c'est important. Ça peut être des influenceurs, ça peut être tes parents, ça peut être n'importe qui, mais les gens qui sont prescripteurs. Et du coup, avec plusieurs sollicitations, notamment des questions sur des moodboards, sur des sensations, sur des couleurs, sur des images, on recoupe l'ensemble de tout. On est accompagné par une agence qui s'appelle Outercraft et qui est dirigée par Florian Auger. Franchement, qui est un mec brillant. On a fait un travail ça a duré quasiment 8 mois, ces allers-retours, pour définir aujourd'hui quel était en fait l'environnement dans lequel l'environnement de marque dans lequel aimeraient évoluer nos clients. Une fois que tu détermines cet environnement, là tu ponds une marque, un logo, une tonalité, un ton, et tu définis le contour de ta marque. T'as vraiment vu un avant-après, maintenant que là ça fait quand même quelques années. Là, ça fait 1 an. Ça fait 1 an là. Juste 1 an que le site est sorti. Ok. Et là du coup, après 1 an, là c'est quoi le... En fait, déjà, ce dont tu t'aperçois, c'est il y a un autre élément qui est hyper important pour les entrepreneurs, c'est avec qui tu travailles. Parce qu'une entreprise, tu peux la faire aller loin uniquement si tu es bien entouré. Sur tous les aspects du métier d'une entreprise. Et ça passe avant tout par les ressources et l'équipe corps de la boîte. Et avec le site sur lequel on est, qu'on a sorti, en amont, on a pu recruter des personnes qu'on n'aurait jamais pu adresser. Ils ne nous auraient pas donné l'heure, en fait. On a dit, mais c'est quoi cette boîte ? Bah oui. Voilà. Et tout de suite, on prend le cas des influenceurs aussi. Quand on discute de potentielles collaborations sur l'ancien branding, et les mecs, ils ne nous parlaient pas. Ouais, ils ne te répondent même pas. Ils ne répondent même pas. Pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, on sait, tu me l'as dit en début d'entretien, les gens, quand ils vont sur le site, ça leur brûle les yeux. Parce qu'on a fait un truc que même des grosses structures ne savent pas faire. Parce que la 3D vidéo, comme on a créé, déjà, il faut l'avoir, le mec, pour faire ça. Ouais, déjà. Voilà, je te le donnerai pas. Par exemple, non mais typiquement, c'est pas une info que je peux lâcher. J'en ai, t'inquiète.
Ah ouais, mais après, il y a le prix que tu le payes. Oui. Donc, tu peux payer ça. Une 3D comme ça, notre agence de com, Fred et Farid, enfin, ils nous ont fait un chiffrage, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais après, si on ignore la partie business, tu as des grosses entreprises qui pourraient se le permettre, peu importe le prix, et qui le font pas parce qu'elles sont même pas dans la vision de tiens, on va mettre du budget là-dedans et ça va faire un effet waouh et on va exploser nos concurrents. Oui, non, exactement. Après, là, ça, c'est un autre aspect. Derrière nous, on se positionne comme une D2C de l'automobile. On veut supprimer les intermédiaires et avoir en fait un produit qui est orienté client. C'est-à-dire que moi, peu importe la voiture qu'il achète, le but, c'est qu'on lui trouve le produit qui va correspondre à ses attentes. Et qu'il comprenne que nous, en tant que marque, on est là pour faciliter son achat et faire en sorte que l'achat de sa voiture, ce soit un plaisir et pas une accumulation de souvenirs galères. Parce que tout le monde sait ça. Bah oui. Parce que nous, on achète auprès du réseau, hein, le truc. Et on a, à chaque fois, des galères. On ne le dit pas aux clients. Ah non. Parce que le réseau, et c'est pour ça qu'on existe, il se comporte n'importe comment. Oui, c'est la jungle, quoi. Ouais, non, mais c'est un abus de position dominante sur leur marché, donc ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent de... De toute façon, la voiture, s'ils la vendent pas toi, elle la vendra un autre. Oui. Puis de toute façon, le commercial, même, il est même plus indexé sur les ventes, il s'en fout. Et la marque, même la marque, par moment, on sait même plus si elle a trop envie de faire ce qu'elle fait, tu vois. Ouais, c'est tout le problème. Hein. Regarde Jaguar, des belles voitures. Et ben voilà, tu nous fais une belle transition sur les éléments d'actualité qu'on voulait traiter. Moi, je mets les pieds dans le plat et puis on va peut-être se bagarrer après si tu veux. J'ai des gants de boxe. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Hein ? Ouais. Ok. J'ai bien aimé que ce soit visuellement ou que ce soit stratégiquement. C'est très coloré, quoi. T'aimes les arcs-en-ciel ? Ouais. T'aimes que les arcs-en-ciel ? Non. Ah, ok. C'est moi. Je suis plus noir et blanc. Ah, ok. C'est vrai, j'ai vu. J'ai vu. Mais c'est très coloré ce qu'ils ont fait. Oui, c'est coloré. Alors, moi, je vois pas de problème. Après, j'imagine que oui, il y a peut-être un petit score ESG qui traîne un peu trop élevé chez Jaguar. Mais le problème, c'est en fait, aujourd'hui, si on crée une marque automobile, l'automobile, ça adresse qui ? Bah, Jaguar, il vise les vieux, mais qui... Enfin, je sais pas qui il vise là, du coup. Bah là, on sait pas qui vise, là. Là, ils sont perdus, quoi. Là, leur publicité, ils visent ceux qui font de la trottinette, en fait. Bah ouais, ils visent ceux qui sont en trottinette électrique aujourd'hui, qui voudront acheter une Jaguar plus tard. Ils achèteront jamais de voiture, ils n'ont pas le permis. On en connaît un, hein, qui est pas très loin. Hein. Quoi, il essaye. Après, il essaye. On peut pas se le cacher, quoi. Il y travaille. J'en ai pas rendu compte, je crois. Il écoute pas. Non, il écoute pas. Et bah écoute, oui, peut-être. Après... Et du coup, faut pas oublier que l'automobile, c'est avant tout, déjà, c'est un produit. Faut être passionné du produit. C'est pas un vecteur de transport. Vecteur de transport, c'est la RATP. Et la voiture individuelle, moi, j'en suis convaincu, généraliste, elle va disparaître. C'est-à-dire utiliser une voiture comme on a toujours connu pour se déplacer d'un point A à un point B. Toutes les familles ont une voiture, etc. Toutes les classes sociales ont une voiture. Je pense que ça va disparaître complètement. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture, ce sera réservé à des gens qui en veulent vraiment une parce qu'en fait, le produit les anime, ou ils veulent la liberté que ça offre, mais il va y avoir une vraie segmentation par le prix. Ouais, ça va devenir tellement cher, en fait. Ouais, là, on est déjà à une limite. À l'essence à 2 €, tu vois, là, ça commence déjà à tirer. Mais regarde, les voitures électriques, qui coûtent plus rien. Plus rien, ça coûte une voiture électrique. Bah, en leasing. Bah, ça coûte quand même un peu d'argent. Et du coup, le problème, c'est que là, les constructeurs aujourd'hui soutiennent les réseaux de distribution sur les voitures électriques massivement, avec beaucoup d'argent. Et ils leur disent, OK, bah, tu vois, on parlait d'une différence de prix sur un leasing tout à l'heure. Donc, en fait, c'est effectivement le prix à la fin du contrat. Bah, ils disent, OK, vendez cette voiture électrique, mettez le prix de reprise à 80%. Et puis, de toute façon, bah, c'est votre problème pour le rachat à la fin. Et ils laissent les distributeurs dans la merde. Donc, en fait, il va y avoir de la casse, vraiment. Une sorte de crise des subprimes des voitures. Exactement. Parce qu'ils ont voulu pousser, en fait, un marché qui n'existe pas. Le Porsche, ils font marche arrière. La voiture électrique, Tesla, ils ont créé une marque autour de la voiture électrique. Mais Tesla, ils ne vendent pas de la voiture électrique. Ils vendent... un iPad. Ils vendent Tesla. Qui roule.
vendent Tesla, une voiture technologique, etc. Ils vendent un état d'esprit, ils vendent trucs. Bon, là, ça a un peu bougé là, avec leurs clients au vu des sorties du président, mais ils vendaient ça. Donc, ça répond à ce problème-là. Ils ne vendaient pas des voitures électriques. Ils vendent un lifestyle. Ouais, mais je pense comme Apple ne vend pas les téléphones. Ouais, mais je pense que Jaguar fait la même chose. Ils attaquent un marché de luxe où les gens voudront une voiture qui sort de l'ordinaire, un peu comme ils ont fait avec le Cybertruck chez Tesla. Une voiture qui casse les codes de l'automobile. On a vu que des modèles d'expo. Ils n'ont pas de poignée de porte, ils n'ont pas de rétroviseur. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Moi, j'aime bien les choses avant-gardistes et j'aime bien aussi que les grosses marques prennent des risques niveau branding, parce que c'est un gros risque. Ils se sont fait démonter. Mais je pense que déjà, tout le monde en parle. Déjà. C'est la marque de voiture du moment. Je pense qu'ils vont vendre des voitures. Je pense qu'ils vont faire des choses plus sobres aussi. Et que ça va vendre. Et que quand on sera obligé de rouler en électrique, parce que tu parles des gens qui n'ont plus de voiture. Obligés, mais ils ne seront pas obligés. Bah, ils ne seront pas obligés, c'est que ça va coûter tellement cher maintenant que le ouais, ça électrique. va coûter tellement cher, mais en fait, du coup, les seuls qui resteront en voiture en fait, thermique ou en voiture tout court, c'est les gens qui rouleront en voiture. C'est comme les gens qui roulent en voiture de collection aujourd'hui. Ouais, mais Jaguar, ils font que l'électrique maintenant. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont arrêté le thermique. Ils vendent des voitures, Jaguar? Bah, plus trop, c'est pour ça qu'ils ont changé de marque. Non, ils ont changé d'image. Oui, d'image marque. Ils ont essayé. Bah, ils ont essayé, ouais. D'accord. Mais tu penses qu'ils vont vendre des voitures? Je pense, ouais. Faut voir les produits qui vont sortir. Mais je pense qu'ils vont en vendre. Parce que je pense que Moi, de mon point de vue, je pense que ça ne marchera pas du tout. Ouais, ça marche pas du tout. Et typiquement, un pivot comme ils ont fait là, ça peut voir la marque disparaître. Ah bah oui, de toute façon, c'est simple, ça passe, ça casse. Là, il n'y a pas de débat sur ça. Mais je pense que c'est un énorme coup de com', qu'ils vont pas sortir des voitures roses. Non, sans doute. Hein. Voilà. Et puis en plus, il va falloir attendre encore 1 an avant de les voir rouler, ces voitures-là. Donc c'est que des concepts cars. Mais moi, je trouve que le coup de com' est assez audacieux. Je trouve qu'il mérite qu'on lui donne une chance. Et que ça peut être les futures Rolls-Royce si elles sont mieux travaillées en termes de design électrique dans 5-6 ans, tu vois. Je pense que ça va créer une nouvelle gamme de consommateurs qui roulent en électrique, qui veulent du luxe. Mais ça, BMW le fait, Audi le fait. Non, mais pourquoi est-ce que Jaguar peut pas le faire? Parce qu'en fait, Jaguar, en termes de puissance de marque, à la différence d'Audi, Mercedes ou BMW, ils ont déjà plus de clients, en fait. Bah justement, ces marques-là... Mais du coup, il faut aller chercher les clients. Les clients qui achètent de la voiture, du coup, il faudra aller chercher de nouveaux marchés qui puissent se reconnaître dans la marque, se reconnaître sur quelque chose de nouveau. On parle tout à l'heure de market fit. Jaguar, ils l'ont perdu, leur market fit. C'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont créé une marque de zéro en pensant qu'ils allaient recréer un nouveau market fit. Enfin, les seuls qui ont réussi un peu à faire ça, c'est Apple avec l'iPad. Enfin, et c'était, quand ils l'ont fait, c'était déjà des mastodons. Oui. Et ils étaient dans une dynamique extrêmement positive. Oui, de croissance. De croissance, de réussite, d'admiration, etc. Jaguar, bah là, si j'en parlais, moi, mon panel de clients, mais ce serait tellement triste. Et dans le même groupe, ils ont c'est Jaguar Land Rover. Ouais. Je disais tout à l'heure, là, en fait, des marques qui n'ont pas sorti une voiture, qui ont sorti une voiture, en fait, un nouveau modèle qui faisait un peu l'effet waouh, ça faisait hyper longtemps. Et en fait, le nouveau Range Rover, il a fait cet effet-là. Et ça faisait genre 10 ans que je m'étais pas dit, ah ouais, là, ils ont fait un truc chouette. Ouais, ils ont fait des coups de com' sympas. Sans parler du coup de com', la voiture en tant que telle. Ouais. Ils ont vraiment réussi le pivot du produit, des innovations technologiques et d'un point de vue de la ligne, de la voiture et du design, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose qui était différent et qui s'ancrait dans un nouveau paysage. Ok, c'est un gros SUV, etc. Mais c'est une voiture qui est magnifique. Tu vas t'acheter et d'ailleurs qui fonctionne. Oui, parce qu'ils n'ont pas une belle image de marque à Land Rover. Ils ont une image de marque de voiture qui est un peu... du coup, tu vois, ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui est pas fan de voiture. Peut-être. Parce qu'en fait, typiquement, Range Rover, en termes de positionnement sur le segment gros SUV, avec la sortie du nouveau produit, c'est la marque qui a la meilleure, on va dire, renvoi, la marque, on peut parler de la marque All Money. C'est la seule qui va l'avoir. Porsche, ils l'ont totalement perdu, parce qu'effectivement, le Cayenne, il a été un peu galvaudé. Chez Mercedes,
tu vas avoir le Classe G, mais le Classe G, il n'a pas du tout cette image-là. Pareil, il est galvaudé. Et en fait, Range, avec ce nouveau produit, elle est restée hyper clean, la marque. Ils ont conservé du coup une image qui est extrêmement forte. Et du coup, vis-à-vis du chef d'entreprise, de quelqu'un qui a réussi, ça va être une voiture à 250 000, mais en fait, qui ne renvoie pas cet aspect clinquant, et que pour celui qui l'a, bah, c'est très statutaire, mais vraiment. Ouais, je suis d'accord. Après, je me suis pas beaucoup intéressé à cette marque. Faudrait que tu la vois, la voiture. Enfin, tu la verras arriver, tu te dis, ah ouais, c'est quelqu'un. Ils vont la voir, eux, là. Là, ils sont en train de la regarder. C'est vrai? Ouais. Simon, t'avais fait bien le travail. On la mettra. Non, tu vois, elle est incroyable, cette caisse. Franchement. Mais ouais. Et tous les gens que j'ai fait monter dedans, ils se disent, ok, va falloir que tu me fasses monter dedans. Ok, avec plaisir. C'est bon, je me suis invité dans la. Tu verras. T'en mets l'une derrière l'autre, tu vois, c'est encore plus incroyable. Ah oui, ça. Mais je trouve le Classe G, il a pas trop perdu aussi. Je pense qu'il est entre les deux. Ouais, mais et les rappeurs qu'on a pris, etc. Du coup, tu vois, c'est déjà la marque. Mais le Classe G, c'est une voiture emblématique. Elle est trop bien, elle est super belle. J'adore. J'aimais pas trop au début. Plus je la vois, plus je dis j'aime bien toi. Mais si tu l'as et que tu la roules tous les jours, c'est l'angoisse. Oui. Parce que c'est pas confortable, ça tangue, c'est pas ouf. Oui, bah c'est sûr que c'est là où et du coup, et c'est surtout une voiture qui a été conçue en 2012-2013. Ce qui fait que, en fait, on est en 2025, mec. Donc tu rentres dedans, tu te dis, ah ouais, il y a un problème, tu vois. Ils ont pas ressorti des... Ils ont un peu modernisé un peu l'intérieur, un peu. Mais ouais. ça reste une conception un peu old school. C'est quoi, toi, ta voiture parfaite de rêve? T'as ton top 1 de voiture? Franchement, c'est ma voiture préférée. Ouais. En fait, en fait, il y a plusieurs voitures que qui me font, qui me parlent. Je vais avoir Lamborghini avec la Diablo SV Roadster. Ça, c'est incroyable. Mais c'est la voiture dans l'essence même d'une voiture de sport, quoi. Ça c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'excite. Après, en produit plus récent, en fait, Ferrari, c'est un segment produit où on pourrait penser que, en fait, l'image, la voiture, c'est une Ferrari, c'est un connard qui roule en Ferrari, etc. Non, mais c'est vrai, les gens, en fait, c'est la question qu'ils me posent, ils disent, ouais, machin, qu'est-ce qui se passe? Les gens dans la rue, peu importe qui tu croises, leur mâchoire, elle se décroche. Et ils regardent la voiture comme si c'était genre... Et en fait, ça fait plaisir, parce qu'on pourrait dire en France, machin, un truc. Mais les gens, ils sont admiratifs, parce qu'en fait, c'est une œuvre d'art. La voiture, c'est une œuvre d'art. Et les gens, en fait, même quelqu'un qui n'aime pas les voitures, en fait, il va être admiratif. Et c'est une admiration positive. Les gens, ils font des pouces, les enfants, tout le monde. Et du coup, ça, c'est quand même, tu te dis, ok, il y a le discours ambiant, et puis en fait, il y a la vraie vie, et puis il y a la force de la marque, et en fait, ça arrête tout, quoi. C'est sûr que Ferrari, ils sont au-dessus de tout. Ah, là, même la communication qu'ils ont fait vis-à-vis de l'intégration d'Hamilton dans l'entreprise. Là, il a fait une photo. J'ai cru que ça a cassé Internet, le truc. Mais c'est des ouf. Mais c'est trop bien. Et le monde de l'automobile, d'ailleurs, communique vachement bien. Ouais, sur la brand, c'est Netflix qui a amené quelque chose de nouveau, et ils le font dans tous les sports. Oui. La F1, en fait, comment ils ont modernisé, en fait, avec la mini-série sur la F1. Ils ont remis de l'énergie dedans, ils ont remis, en fait, de l'intérêt, même le montage de la série, les dramas qu'il y a entre tous les pilotes, les directeurs de course. C'est une télé-réalité, C'est une télé-réalité, exactement. Et tu t'aperçois que maintenant, d'aller voir un Grand Prix, c'est hype. D'être au Grand Prix de Monaco. Ça a toujours été hype. Non. En 2000, c'était l'angoisse, mec. Sous les Schumacher, il n'y a personne qui allait. Personne s'intéressait à la Formule 1. S'il y avait tous les riches. Non, mais c'était pas. Là, il y avait des gens passionnés de voitures. Oui. Monaco, c'est un peu particulier parce qu'en fait, ça fait le closing du Festival de Cannes. Donc, c'était toujours un Grand Prix où il y avait des stars. Et du coup, là, tu vas te dire, oui, mais il y avait toujours des stars à Monaco. Mais maintenant, tu fais le Grand Prix de Las Vegas, tu vas à Miami, tu fais Sao Paulo. Il y a des gens qui font des soirées et qui suivent les Grands Prix, mais qui en fait s'en foutent de la voiture. Parce que c'est hype de voir la Formule 1.
Et ils font venir des stars. Il y a de l'amplification. Ces gens sont dans la mini-série de Netflix. Enfin, Drive to Survive. Elle est incroyable. Ils ont fait un travail de brand extraordinaire. Donc, comme quoi, Netflix a un bon impact sur la culture populaire. Pour créer un brand populaire. Il va falloir que tu fasses une série Netflix. Voilà. Ouais, je sais pas. Non, il y a des trucs vraiment chouettes, quoi. Qui se font, et en fait, tu te rends compte que l'automobile, on pourrait dire, l'automobile, c'est vieillissant. Enfin, tu vois la mairie de Paris, déjà le comportement de la mairie de Paris, de la mairie d'Hidalgo, tu te rends compte, la voiture, elle, c'est une haine profonde qu'elle a contre les automobilistes. Oui. On sait pas. Je sais pas si c'est une haine, mais oui. Si, là, je pense que là, il y a un truc. Harcelée par les voitures. Elle a un truc qui s'est passé quand elle était petite. Et tu te rends compte que, en fait, même chez les jeunes, et notamment chez les adolescents, la voiture, ils kiffent. Tu vois les car spotters à Paris, ils ont tous 12, 13, 14 ans, ils sont comme des oufs. Ils sont dans le quartier Montagne, là, dans le Triangle d'Or. Il y en a, ils passent leur journée à prendre des photos de voitures. Et ils sont comme des dingues quand ils en voient une. C'est pas genre, c'est pas pour le style. Ils passent leur temps à chercher les caisses. Et c'est des voitures souvent des années 90, 2000, 2010 ou même plus anciennes. Ils connaissent ça sur le bout des doigts alors qu'ils n'ont pas le permis. Et ils l'auront peut-être pas. Et ils vivent dans une ville où la voiture... Elle meurt, en fait. Et du coup, c'est un peu complètement en opposition de phase avec l'ère du temps où on dit les voitures, c'est terminé, on ne doit plus rouler, machin, une voiture qui fait du bruit, etc. En fait, une voiture, ça fait du bruit. Et quand un moteur, il démarre et que c'est un V8 et que tu le fais crier, en fait, ça fait des frissons. Tout le monde kiffe. Parce que les gens, soit ils kiffent, soit ils ont peur. Mais en tout cas, ça leur fait de l'émotion. Enfin, ça déclenche de l'émotion. Ah non, mais c'est vrai que... Mais de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Les grandes instances sont souvent en contradiction avec le truc. Et en plus, plus elles vont l'être, plus ça va creuser l'écart. Et du coup, plus c'est bien pour ton business. Parce que toi, c'est le peuple qui achète tes voitures. Non, c'est vrai. Non, c'est les gens, effectivement. C'est pas les politiques, quoi. C'est pas les politiques, tout à fait. Donc, mais de toute façon, eux, ils ont un chauffeur. Ils conduisent pas. Ils n'ont pas le permis, de toute façon. C'est vrai qu'ils n'ont pas souvent le permis. Mais ouais, c'est abusé. C'est abusé. Donc, donc toi, top 1 Ferrari. Non, c'est la marque c'est la marque la plus emblématique. Je t'ai dit, là, dernièrement, là, regardez, c'est Diablo. Lamborghini, la Diablo. Oui, effectivement. Et si on parle de branding, il y a beaucoup de resto mode maintenant qui se font. Ça te parle si je te dis resto mode? Resto mode, en fait, c'est tu prends une voiture, une vieille voiture, et tu décides aujourd'hui de la mettre au goût du jour d'un point de vue technologique, moteur, électronique, etc. Et du coup, en fait, tu la restaures, mais en mode futuriste. J'adore ça. Et du coup, en fait, ta Lamborghini, qui était effectivement, tu montais dedans, là, tu dis, mais c'est quoi cette vieille caisse? Je vais prendre un exemple, là, je vais me faire tailler, après on s'en fout. Il n'y a pas le CarPlay. Ok, mais bon, les gars, franchement, il n'y a pas le CarPlay dans la voiture, ça fait chier. Voilà. Et peu importe le prix de la voiture. Hein. Ouais. Et c'est pas le mettre le CarPlay qui va l'alourdir, qui va aller moins vite. Hein. Mais du coup, en fait, ils vont moderniser une voiture, la mettre au goût du jour, même la mettre au goût de l'après-jour, et la rendre aujourd'hui unique. Et il y a un projet qui s'appelle, je te laisserai regarder, qui s'appelle Excentrica. C'est italien. Et ils ont fait le resto mode d'une Diablo. Et la voiture, elle fait des concours d'élégance partout dans le monde et elle est incroyable. Après, il y a une marque autour de Porsche, une marque, oui, effectivement, qui s'appelle Singer, pareil, qui fait la même chose, qui prend des Porsche des années 80-90 et qui les met au goût du jour. Ils refont les sièges, ils refont toute la voiture. C'est pas du tuning, c'est un peu différent. Oui, je vois. C'est un peu différent. Moi, je kiffe les Japonais là, qui bricolent les Porsche. Là. Comment il s'appelle, ce mec, déjà? Franchement, là, je vois très bien le mec qui rabaisse là, les Porsche à ras du sol et tout. Qui vient là, qui est avec sa clope comme ça, là, qui vient visser dans la Porsche. Là, il y a les gens qui le regardent. Là, c'est plus du tuning. Oui, c'est du tuning, ça. Voilà. Mais oui, tout à fait. Mais moi, j'aime bien la DA des voitures qui créent. Carrément. Je trouve ça très, très clean. Ok. J'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de toi en tant qu'entrepreneur.
Parce que à chaque fois qu'on se voit, tu me racontes des histoires de malades. Ah, je me rappelle plus. Ouais, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir m'en trouver des nouvelles. Mais t'es dans un marché, parce que ça, je crois que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est que tu vends des voitures, tu vends des produits de luxe, ou haut de gamme. Ouais, le luxe, ouais. Et en fait, c'est bête, mais quand tu rentres dans un marché comme ça, qui est le luxe, tu as accès à des acteurs dans d'autres mondes du luxe, comme l'horlogerie, comme la restauration, l'hôtellerie, où tu n'as pas accès quand tu as un autre business. Ah oui, tu t'es amené à fréquenter aujourd'hui... tu touches un écosystème qui est un microcosme, et de ce fait, tu vois que les comportements d'achat ou les leviers d'achat chez certaines personnes sont pas du tout les mêmes. Enfin, je sais pas si tu voulais... Justement, c'est ça. C'est qui m'intéresse. Comment est-ce que tu vends une Ferrari à quelqu'un? En fait, faut que la personne, c'est pas tellement... Tu vends pas... Enfin, si tu vas lui vendre une Ferrari, mais pourquoi elle va te l'acheter à toi plutôt qu'à l'autre? C'est parce qu'elle va elle va se reconnaître dans l'échange qu'elle va avoir avec toi. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir... et c'est pour ça que chaque vente est unique. C'est que tu vas pouvoir aujourd'hui identifier quels sont les points qui vont faire, qui va dire « Ah ouais, il a compris mon problème ». Et le problème de nos clients, c'est pas forcément le choix de la voiture. Et du coup, il faut identifier quel est ce problème, y répondre, et après, en fait, la vente, elle devient très facile. Ce qui fait que si on avait les produits en physique, ce serait totalement différent. Parce qu'en fait, la personne, elle n'aurait pas besoin de ce que je viens de t'expliquer pour passer à l'achat. Elle doit nous faire confiance. Et c'est nous le vecteur c'est le vendeur, le vecteur de vente. Oui. Et pour qu'il ait confiance en lui, il faut qu'il se dise, OK, cette personne-là, je l'accrédite. Et vu que nos clients, ils sont plutôt dans le haut du panier, voire très haut, en fait, pour les vendeurs, c'est pas évident. Il faut qu'ils matchent avec ça. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent s'identifier à eux pour pouvoir acheter. Et du coup, c'est le vecteur de vente, c'est quasiment unique, c'était le vendeur. Et du coup, si on renforce la marque, on va faciliter ses ventes, et du coup, en fait, on va augmenter le volume. Ok. Donc, c'est quoi la plus grosse voiture que tu as vendue? C'est une Lamborghini avec une préparation Novitec, et elle valait 579 000, je crois, un truc comme ça. T'as vendu ça à qui? Je ne donne pas le nom. Non, un chef d'entreprise qui a disrupté et vraiment disrupté, parce que lui, il a pété tous les plafonds, hein, le portage salarial en France. Ok. Voilà. Donc c'est niché, mais... Ouais, et puis c'est la boîte qui cartonne et tout. Chapeau, mec. Et t'as rencontré un peu des entrepreneurs... T'as été amené à vivre des expériences ou des rencontres un peu vénères grâce à ton statut, entre guillemets, via ce microcosme? Est-ce que non, mais non, après c'est effectivement en fait d'entreprendre aujourd'hui et de réussir dans l'entrepreneuriat, ça te fait effectivement atteindre, tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés auparavant, jamais, et de manière un peu insolite, quoi. Genre, et du coup c'est plutôt cool, et les gens ils te donnent du crédit par rapport à ça, par rapport à ce que tu as fait, ce qui fait que ta brain, quoi. Ouais, en partie, mais aussi par rapport à vraiment ce que tu as fait. Il y a beaucoup de gens qui travaillent la brand, effectivement, et quelqu'un qui a réussi, vraiment, il cerne assez facilement le bullshitter du... Non, mais c'est vrai. Après, et du coup, on est dans un monde où il y a le paraître est important, ça sert le business, mais il y a beaucoup de bullshit. Oui, et puis rien ne vaut les actes. Ouais, oui, rien ne vaut les actes, et du coup, quelqu'un qui a réussi, il cerne assez rapidement la personne qui a également réussi, et du coup, il lui donne du crédit, et du coup, il s'ouvre plus facilement. Donc, ça permet effectivement de passer certaines barrières, et du coup, après, de pouvoir découvrir des choses que tu n'aurais jamais découvertes, tu vois. C'est quoi les trucs que tu as découverts un peu stylés? Non, on a été invité par Ferrari à visiter l'usine pour configurer un véhicule sur une configuration qui s'appelle TaylorMade. C'est ultra exclusif. Genre, sur chaque modèle, effectivement, ils font des modèles de série,
tu peux configurer la voiture quand tu es en concession, etc. Et puis après, en fait, selon la typologie de client, ils peuvent te permettre de configurer la voiture avec plus ou moins d'unicité. Et sur chaque modèle, ils vont te dire, ben voilà, la finition tailor-made, qui est comme elle s'appelle, finition sur mesure, il y aura seulement 5 produits tailor-made sur ce produit Ferrari. Du coup, quand tu as accès à ça, tu es invité à l'usine. Donc, ils viennent te chercher en hélico. Tu fais Cannes Maranello en hélicoptère. Déjà, c'est un peu particulier, ça. Ouais. Donc, tu survoles la montagne, tu atterris dans l'usine, au-dessus du circuit de Furano. Oh là là. Donc, déjà, là, l'expérience, elle est un peu improbable. Ils te font effectivement un petit tour de l'usine. Tu visites l'usine, mais tu es dans les lignes de production, la partie Formule 1. Tu rentres sur des endroits en fait, où personne peut rentrer techniquement. Plus de téléphone, plus rien. Les seules images que tu as sont dans ta tête. Et après, tu accèdes à un département où tu vas en fait personnaliser ta voiture à outrance, ce qui fait que le produit, quand il sort sur le marché, une fois qu'il est produit, c'est un produit qui est unique au monde. Et on a vu les prix des voitures augmenter à des prix colossaux. C'est dû à ça. C'est parce qu'il y a certains produits qui sont vraiment uniques. Ferrari, sur le département TaylorMade, ils vont faire, par exemple, ils vont travailler avec d'autres grandes maisons. Tu peux faire à l'intérieur l'Europiana. C'est-à-dire que tu vas avoir la laine du tableau de bord. Enfin, c'est du cachemire l'Europiana. Mama. C'est vrai. Enfin, ouais, tu t'assois dessus, tu as un jean bleu, tu veux pas que ça l'éteigne. Du coup, ça, franchement, il y a des gens qui peuvent être clients Ferrari, etc. Pouvoir vivre l'expérience, ils la font vivre à 10 ou 15 clients par an. Et du coup, le truc, il est vrai. Enfin, c'est fou, ça. Enfin, c'est un peu improbable. Tu vas manger dans le restaurant où il y a les pilotes qui mangent, etc. Tu te dis, ok, t'as tous les gens de l'usine, Enzo Ferrari, il pouvait bouffer à côté de toi, quoi. Ça, c'est sympa, ça. Ça, je valide l'anecdote. Et à côté... Et après, tu survoles. Tu fais le retour en hélico, coucher de soleil, et le mec, le pilote, c'est un ancien pilote de l'armée, et il survole la mer à 10 mètres au-dessus de l'eau. Je t'enverrai la vidéo. Et tu sors le téléphone par la fenêtre, là, tu dis, faut pas que je lâche. C'est incroyable. Putain. C'est le genre de truc comme ça que moi, je veux vivre. Moi, je fais du business juste pour aller chercher des souvenirs comme ça. Et du coup, effectivement, ça crée des souvenirs qui sont c'est mémorable. Voilà. C'est pour ça que tu fais ce métier. Je dirais que je fais ce métier. Je suis entrepreneur pour la liberté que ça offre. Je pense que tu fais la même chose. Oui. Voilà. La liberté d'organisation, de choix à qui tu travailles, de faire ce que tu veux, d'essayer d'aller là où tu veux, d'avoir la vision qui est la tienne et d'essayer d'impacter ta vision aux autres, etc. Et pour le challenge aussi que ça induit. Sinon, on fait des fiches de paye. C'est gratuit, ça. Ah, c'est cadeau, ça. C'est gratuit. Ou Blablacar, on peut parler un peu Blablacar, très très cool aussi. Licorne française, incroyable, qui fait des bus et qui gagne de l'argent sur les quotas carbone qu'elle aura racheté. Fais gaffe, parce que je veux inviter le fondateur. Ah, tu peux. Tu peux lui poser la question d'ailleurs, comment il a scammé le reste de l'Europe et qu'il a gagné à peu près 300 millions sur le cul des Français. Tu peux lui poser la question. Et il aura un droit de réponse. Il aura un droit de réponse. Il sera pas très à l'aise avec ce sujet, je pense. Parce que c'était le seul truc qui rendait rentable sa boîte. Parce que Blablacar, ça reste la RATP, quoi. Ou SNCF Voyage, en plus évolué. Ouais. Oh, c'est pas cool, Blablacar. Tu veux faire un... On coupera si ça te gêne, mais tu veux faire une critique d'Angèle ? Angèle ? Non, il est bon dans ce qu'il fait. Franchement, c'est... Oui, il est bon, oui. Franchement, exactement. En fait, typiquement, là où moi je suis moins à l'aise que lui là-dessus, il fait quelque chose qui est incroyable, en fait. Parce il communique bien, ouais. Il communique très bien, il donne envie. Derrière, il crée de l'espoir à plein de gens qui veulent entreprendre, etc. Il est très généreux dans ses propos, tu vois, mais il a raison, en fait. C'est important d'accentuer ses propos pour donner envie. Si t'es complètement plat, tu dis « Ah ouais, c'est à peu près ça, etc. » Tu fais pas kiffer, tu vois. Lui, il fait kiffer les gens. Voilà.
Merci et du de coup, nous les faire gens, ils kiffer. kiffent. Et les gens, ils kiffent, en fait, regarder ce qu'il fait. Sinon, Moi, en fait, j'aime bien. sinon, ça marcherait pas, en fait. Mm. Voilà. Donc, du coup, il est un peu dans la provoque. Après, faut dire la vérité, quand même. C'est pas aussi facile que ce qu'il raconte. Du coup. Et du coup, Ah ouais. bah non, mais ouais, le truc, là, maintenant, on dit que tout le monde peut entreprendre. Si on arrive sur ce truc-là, entreprendre, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas du tout fait pour tout le monde. Non, c'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, c'est pas parce que ça marche pour toi que tu te dis ça peut marcher pour tout le monde. Parce que si toi, tu y arrives, c'est que tu as les caractéristiques. On charbonne, quoi. Non, mais au-delà du charbon, c'est pas que ça. Non, faut pas juste charbonner. Non, c'est pas juste la volonté. Non, oui, il y a de la chance. Effectivement, il y a de la chance. Et en fait, il faut pouvoir être à même de pouvoir, en fait, gérer une partie du risque qui est inhérente à la prise de risque quand tu entreprends. Et toi, il y a plein d'items, plein de gens diraient « Ah, mais c'est dangereux ». Et toi, pour toi, tu dis « Mais qu'est-ce qui me parle, en fait ? Il n'y a rien de dangereux là, dans ce que je fais là. Comment ça, dangereux ? » Non, mais c'est vrai. Comment ça, mon ref ? Non, mais ouais, je vois pas. Et après, si tu entreprends, on va dire, et que tu prends des risques, et que tu grossis, c'est-à-dire pas l'entreprise individuelle, etc., bah, effectivement, des fois, il y a certaines décisions ou certains moments dans ta vie, tu te dis, ah ouais, là effectivement, là, c'est pas la même mayonnaise, quoi. Non, et en fait, pour certaines personnes, tu parlerais de montant, ils transpireraient, en fait. Ils se diraient, mais c'est pas possible, là, ce qu'il est en train de me dire, en fait. Et il dit, ah, mais tu peux pas faire ça, tu vois. Tu peux pas signer ça. Bah si, mec, en fait, c'est pas grave. Pourquoi pas, tu vois. Après, plus on est gros, plus en fait, les rapports de force, en fait, entre l'ensemble des parties prenantes, plus ils s'équilibrent. C'est-à-dire que être petit, t'es fragile. Être moyen, t'es entre les deux. Et une fois que t'as atteint une certaine taille, tu t'aperçois, bah, en fait, que c'est bon, bah, on discute, en fait. Tu peux commencer à mettre des patates. Non, mais en fait, sans mettre de patates. Mais en fait, tu t'assois autour de la table et tu discutes avec toutes les parties prenantes. Tu vois, tu dis quand ça va pas ou quand ça va moins bien, bah tu dis ok, c'est pas grave, on s'assoit et on discute. Prends un petit café. Voilà. Parce que là, on a un problème, on l'a tous. Hein. Même si lui, il pense pas l'avoir, tu dis si t'en as un toi aussi. Il y a des mecs qui sont en train de dire mais qu'est-ce qu'il raconte, les gars ? Qu'est-ce qu'il raconte là vous comprendrez un jour. Non, mais c'est vrai, effectivement. Et du coup, ça, c'est important. Et du coup, de pouvoir croître. Exemple, Blablacar, ils sont trop gros. Donc, même s'ils ont un souci, tous leurs partenaires financiers, économiques, etc., ils vont s'asseoir autour de la table. Et là où il est fort, c'est qu'il a réussi à devenir très gros. Et du coup, indirectement, à devenir intouchable. Le cas d'Uber aussi, c'est ce truc. Et il y a très peu d'exemples de mastodons qui tombent. Il y a WeWork. Ouais. Ancien WeWork ici, d'ailleurs. Oui. Ouais. Donc, du coup, WeWork, il tombe. Mais WeWork, il avait quand même il avait atteint un niveau. Et il n'a eu pas de chance. Mais il a pris trop de risques d'un coup et il s'est pas fait suivre. Mais il prenait pas de risques, lui, pour lui. Oui, dans sa tête, il en avait pas. Mais lui, c'était pas les risques. C'est vrai qu'il a toujours pris des risques en soi. Lui, il développait. Mais en fait, pour d'autres personnes, ils auraient dit, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Alors que... Et l'investisseur, il suivait. Parce qu'il lui faisait confiance. Parce que jusqu'au jour où il a arrêté. Jusqu'au jour, effectivement, en fait, il s'est pas réveillé. Putain, il a raté le réveil, les gars. Là, chaud. Comme toi, il mettait plus de réveil. Ouais, ça, c'est bien, ça, pas mettre de réveil. Mais tu te réveilles à 8h, hein, franchement. Ça change rien. Mais tu dors pas aussi. Mon associé, il croyait que il dit, ah ouais, machin, je dors pas la nuit. Je lui dis, comment ça, tu dors pas la nuit ? Il dit, ouais, avant, je dormais toute la nuit, je me réveillais pas la nuit. Maintenant, il se réveille la nuit. Ça, c'est quand tu entreprends. Tu fais pas des nuits en entière. Bah, toi, tu dois pas encore assez entreprendre parce qu'apparemment, tu fais tes nuits d'un bloc. Ou t'es trop jeune. Non, je l'ai fait en 2 en vrai. En 2. Tu te réveilles dans la nuit. C'est pas grave. Je me suis réveillé à 4h ce matin. Ouais. Pas du moment. Il suffit de se rendormir après. T'es pas rendormi ? J'avais mon train à 5. Ah ouais, non, mais tu t'es réveillé pour prendre ton train, en fait. Je me suis réveillé une demi-heure avant mon réveil. Ok. Et je peux dire que la demi-heure, elle aurait été agréable. C'est vrai, c'est toujours ça. En ce moment-là, je me dis, putain, la demi-heure là. Et après, tu penses au week-end. Tu te dis, ah ouais, ce week-end, je vais dormir. Et ce week-end, le week-end, tu dors pas. Voilà, ça, tu te réveilles. Tu dors jamais. Samedi, t'es réveillé. Putain. On a tous les mêmes problèmes, en fait. Ouais, et ce qui est hyper important quand t'es entrepreneur, c'est t'as plein de problèmes. Souvent, tu peux pas les partager. Et du coup, il faut des potes qui sont entrepreneurs. Oui. Et du coup, tu peux partager. Et tu t'aperçois qu'en fait, on a tous les mêmes soucis. Et du coup, ça permet de les faire passer plus facilement. Tu veux partager un problème ? Non, là, ça va, là. Non, ça va, t'es bien. Ouais. T'as d'autres trucs à côté de ta boîte où t'es focus dessus ? Non, là, on est full-time sur le projet, ce qui est normal. Aujourd'hui, on a un objectif pour cette année, aujourd'hui, de se développer et d'élargir en fait une expansion en fait qui est européenne sur 2 zones,
je peux en parler, hein, c'est le Benelux et la Suisse, pour pouvoir aujourd'hui atteindre un cap en termes de CA où on vise les 100 millions d'euros. Ce qui fait que pour être gros, comme ça après on pourra dormir mieux. Hein. Stylé. Voilà. Si on arrive à la fin du podcast, j'ai des petites questions parce que j'ai une structure maintenant pour la saison 2. Ok, je les ai vus là. T'as vu? Ouais. Qu'est-ce que t'as appris cette semaine? Toi, grand chef d'entreprise, avec des années et des années d'expérience. Qu'est-ce que Est-ce que t'apprends encore des choses? Bien sûr que j'apprends des choses. J'apprends à prendre sur moi déjà. C'est un truc de ouf. Là, je prends sur moi. Là, tu vois, t'es vénère là? Quoi? T'es vénère là? Non, je suis pas vénère, non, pas là. Mais cette semaine, j'ai dit plein de fois, j'ai pris sur moi, tu vois. Pourquoi? C'est quoi la situation? Je sais pas, tu vois. Tu prends sur toi, tu te dis, ok, là, faut prendre sur soi. Alors qu'avant, j'étais sanguin, mais sanguin. Ah ouais. Ok. Je crois même. Après, je pourrais le plus drôle, ce serait de faire venir Ethan, mon ancien CTO. Je pense que lui, il a vu des trucs où j'étais complètement fou. Mais complètement fou. Est-ce qu'il faut pas être fou pour être entrepreneur? Un peu. Non, faut être. Ils ont vu le truc. J'ai mon head of sales. Il dit putain Alexis, t'as vu le truc sur internet là avec Guillaume Play? Il décrivait les psychopathes. Il dit mais t'as les 7 caractéristiques. C'est un psychopathe, mec. Il dit c'est ça, et il rigolait et tout et chantait que lui il disait ah ouais en fait il a vraiment les caractéristiques d'un fou. Voilà, donc j'ai toutes les caractéristiques d'un psychopathe. Mais c'est plutôt bon signe parce qu'après ils expliquent que dans les boards des très très grosses boîtes, grosso modo, plus tu montes dans l'échelle sociale, plus t'es un psychopathe. Ah mais je pense que Elon Musk il en a 9 sur les 7, tu vois. Ouais. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas encore découvert. Exactement. Et du coup, apparemment, je suis psychopathe. Voilà. Bon, j'ai tué personne encore. Félicitations. Voilà. Écoute, on va rester en public ensemble, histoire d'éviter toute problématique. Et il ne faut pas mettre dans le noir. Hein. Ah ouais? Ouais, tu sais, si tu mets dans le noir, ça m'énerve là. Donc, faut pas couper la lumière et tout. Hein. Vraiment? Ouais, non, je rigole. On va laisser Parce qu'il écoute pas en plus. On va se mettre trop. Non, il écoute pas. Ah là là. Il faut que. Et je t'ai offert de très belles casquettes. Ah bah oui. Designées par Léo, notre designer. Parce qu'on a un designer maintenant pour faire des belles casquettes comme ça. Oui, tu m'avais dit que t'avais pris. Il est incroyable ce petit Léo. Lui aussi, il a vu que j'étais un peu fou, mais il est quand même venu. Moi, j'aurais pas signé. Hein. Si, t'aurais signé aussi. Parce que si, t'aurais signé. Et moi, j'aurais signé 1000 fois. Tu m'as montré les locaux, je signe. Ah, mais ouais, possible. À sa place, j'aurais signé direct. Mais il kiffe. Bah, tu m'étonnes. Il va faire des trucs très cool là, notamment autour de la marque, du merch, etc. On va faire pas mal de trucs. On travaille un gros programme de fidélité. Mais ok, vas-y. Voilà. Viens bosser avec moi pour faire une pub. Pas de problème. On fera une pub sympa, si tu veux. Avec plaisir. Je suis en train de... Je me lance dans la pub, là. J'ai un client, là, déjà, qui est arrivé. Donc, je pense que je vais kiffer ce truc-là. Pour produire et tout, ça va... Carrément. Voilà, je lâche une bombe, là. Arthur qui fait plus de branding. Non, mais la pub, ça fait partie... Ça fait partie de la marque. Ça fait partie de l'exploitation de marque. Tout à fait. J'en ai pas fait beaucoup pour l'instant. Est-ce que tu as une reco pour un invité? Un petit truc pas facile à avoir que toi tu connais, qui pourrait être une masterclass pour un épisode. Si je te mettais en relation avec le mec qui a brassé le plus de NFT dans le monde, qui était le plus gros véridique, hein. Et il s'appelait Dr Burry, c'est son pseudo sur X. Ok. Et c'est le plus gros broker de NFT de la planète. Mais il est anonyme. Il est vivant. Il est vivant, Ouais. mais il est dox. Quoi? Il est dox. Genre anonyme ou pas anonyme? Dox, ça veut dire il est connu. Non, il est pas. Non, c'est pas qui c'est. Mais moi, je le connais. Oui. Ouais. Mais du coup, si je l'invite et que je dis ça, les gens vont savoir qui c'est. C'est pas grave, il s'en fout lui. Ah, il veut bien. Je pense qu'il s'en branle. Je peux lui demander. Hein. Bah vas-y, chaud. Lui, il a beaucoup d'histoires lui. C'est le roi des petites histoires. Il est fainéant lui. C'est le roi des fainéants. Lui, du coup, il fait partie de ces gens-là qui entreprennent parce que en fait. Il faut en faire le moins possible. Ouais, voilà. On les connaît, c'est les mecs qui font des automatisations. Ouais, il automatise. Fondateur de mec, il doit être comme ça. Il automatise. Dès qu'il voit un truc, il saute dessus. Il avait développé une appli au moment en fait, où tu pouvais en fait, vendre les applications, tu devais les payer. Il y avait une société lyonnaise, là, j'ai plus le nom, mais en fait, qui mettait en avant des applis avec des gros discounts. Et son appli, elle téléchargeait
Elle faisait un extract du son d'une vidéo YouTube, et du coup, il avait fait genre le premier Apple Music, quoi. Et là, je sais plus comment il s'appelle, le truc de l'équivalent de la SACEM aux États-Unis, là, il a pris un courrier, je peux te garantir, parce qu'en fait, son appli, elle s'est développée en Europe. Ouais. Après, ça s'est développé en Amérique du Sud, et de l'Amérique du Sud, c'est remonté aux US. Et les US américains, ça les a pas fait. Et par exemple, là, il était très mal entouré. Parce qu'en fait, il aurait dû avoir un conseil de dire, en fait, comment on fait pour se mettre en règle vis-à-vis de la SACEM américaine, qui posait pas le problème. Lui, il a eu peur, parce que ses parents ne sont pas des entrepreneurs. Et du coup, il a tout arrêté. Et il a fermé. Ah, il y a tellement Alors qu'il avait développé un truc tout seul, ouais. qui était incroyable. C'est un peu l'histoire de Spotify. Hein. Sauf qu'ils avaient un gros billet, mais ils se sont battus contre et ça, je te dis ça, le mec, il avait 15 piges. Putain. Ah ouais, 15 piges. Ouais. Ah oui, c'est un petit... Et il avait développé ça avec son compte Apple, son Apple Store. C'était lui, tu vois. C'était écrit son blaze sur l'Apple Store. Donc je peux te dire qu'il lui a envoyé le courrier, il savait qui c'était, quoi. Ouais. C'est bon, il est dox. Voilà. C'est bon, il est dox. C'est bon, le gars. Et après, il a pris Dr. Burry. Mais tu vois qui c'est, Dr. Burry? Non. Dans le film sur les subprimes, qui est joué par Christian Bale. Oui, je vois. Voilà. C'est lui. Génial. Donc, lui, c'est sympa, je pense. Je sais pas s'il voudra parler, mais... Il est sur Paris? Ah bah, nickel. Trop bien, on ira lui serrer la pince. Puis même s'il veut pas venir, si je peux, j'irai lui dire bonjour, quoi. Et du coup, un autre truc, c'est marrant que j'ai pas fait le truc, et il est fan de design, et c'est un designer hors pair. Bah, trop bien. Bah, c'est parfait, alors. C'est vrai. Bah, c'est l'invité parfait. Il n'y a pas de débat. Ok, trop bien. Écoute, c'est la fin de ce podcast. Avant de te donner un mot de la fin. Un mot de la fin. Ouais, c'est la carte blanche de l'invité. D'accord. Il faut que vous, les viewers, vous vous abonniez. Il faut liker. Il faut partager. C'est vrai. Il faut mettre 5 étoiles. 5 étoiles sur les Apple Podcasts, les plateformes audio. Il faut aller te suivre où ça? Sur Internet. LinkedIn, YouTube, sur Insta, TikTok. etc. Abonnez-vous. C'est où que tu veux aller? Redirige où tu veux. On dirige, il faut aller sur mon site Internet parce qu'il a dit que c'était incroyable la première expérience. Il faut que vous voyez. Et on va créer de nouvelles expériences dans ce monde virtuel. Ah oui, vous allez d'accord. pouvoir naviguer, etc. Choisir. C'est quoi le lien du site? johnsteer.com. Qui s'affiche sous vos yeux ébahis. Voilà. Ah, j'adore le montage. Surtout quand c'est pas moi qui le fais. Et non, ça c'est très cool. Et nous aujourd'hui, enfin, on va mettre en avant tout ce que tu fais auprès de l'ensemble de notre communauté. Mais trop bien. Je trouve ça très cool. Les bons comptes font de bons amis. C'est vrai. Voilà. Je sais pas sur les bons comptes, mais en tout cas, il y a des bons amis. Et ok, est-ce que tu as un truc particulier à dire en mot de la fin? Tu peux dire ce que tu veux. Bah continue, mec. Ah bah. Ce que tu fais. Non, c'est important. Ça fait plaisir. Voilà. Merci. Parce qu'effectivement, c'est pas évident d'entreprendre, compter sur soi, recommencer, réitérer, persévérer. Ouais. Voilà. Surtout quand ça décolle pas comme maintenant. Abonnez-vous pour que ça décolle. Mais on va continuer. De toute façon, moi je m'arrête pas. C'est un élément qui est important. Tous les gens, ils veulent que les choses se fassent rapidement. Il n'y a rien qui se fait rapidement. Par contre, si tu restes dans une industrie suffisamment longtemps, mais suffisamment longtemps, c'est pas 6 mois, 1 an, etc. C'est plusieurs années. 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans. Là, nous, par exemple, le business sur lequel on est, ça fait 5 ans. Ouais. 5 ans. Donc ça fait... Puis c'est jeune encore, 5 ans. 5 ans, c'est jeune. Mais en fait, tu t'aperçois que toutes les personnes qui vont consacrer 10 années de leur vie à un domaine, ça finit par payer. Et quand ça paye vraiment. Ouais. Et du coup, il faut persévérer. Je prends le cas de l'entrepreneuriat. Ouais. Là, aujourd'hui, on a lancé cette boîte-là. Dès le début, ça gagnait de l'argent. Mais c'était pas magique, en fait. Oui, parce que ça faisait... Parce que moi, ça faisait... Non, j'étais pas dans l'industrie automobile, parce que ça faisait 10 ans que j'entreprenais. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand pour mettre les clés, pour mettre toutes les premières briques, bah, ça allait vite. Mon associé, il se dit, ah ouais, putain, ça marche. Mais en fait, c'est pas magique, en fait, parce qu'en fait, on s'est cartonné 800 fois avant. Ouais, voilà, c'est ça. De 2010 à 2019, tu vois. Ce qui fait que, bah, en fait, après, tu vas plus vite. Mais ça faisait 10 ans que j'entreprenais. Et du coup, bah, en fait, maintenant, pour lancer un projet ou même attaquer des industries dans lesquelles j'ai pas forcément de skills, je peux y aller. Parce qu'en fait, je suis entrepreneur et du coup, bah, faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et en fait, du coup, tu peux attaquer n'importe quel marché.
Oui, parce que là, t'as allé voir les voitures parce que tu kiffes les voitures, mais si demain on te lance sur les couches pour bébé. Sur les data centers, par exemple, on va faire un data center. Oui, Voilà. des domaines donc, du coup, qui sont assez proches. Donc, effectivement, après, tu peux entreprendre un peu. Et c'est pas galvaudé de dire, en fait, de critiquer, de pouvoir challenger d'autres secteurs. Et pour ça, il faut avoir réussi, il faut avoir effectivement échoué. Mais pour pouvoir être efficace, il faut avoir échoué plusieurs fois. Non, mais c'est ça qui est kiffant. Il faut tomber plusieurs fois. Il n'y a que Elon Musk qui attaque des industries sans se casser la gueule. Après, je pense... Elon Musk, en fait, ce que tout le monde oublie. Non, mais ce que tout le monde oublie, c'est qu'en fait, Tesla, il l'invente pas. Non. Et Tesla, puis, même SpaceX, il l'a racheté. Exactement, il rachète les boîtes. Elles existent déjà. Il n'a pas créé une marque automobile. C'est un repreneur, Elon Musk, c'est pas un entrepreneur. Comme tous les hommes les très riches actuellement, Arnaud, il n'a rien créé. Par contre, c'est un savoir de pouvoir, en fait, aujourd'hui, faire adhérer, reprendre, relancer, parce qu'à chaque fois qu'il reprend une marque, souvent, elle n'est pas un truc, il l'a fait exploser. Ouais. C'est qu'il a la recette, hein. Pas magique. Et il a les équipes avec, hein. Donc, les process et tout, ça doit être... Et il fait ça surtout, il le fait sur la planète entière. Ah mais c'est une machine de guerre. Voilà. Trop bien. Merci pour ton temps, qui est très précieux. Il est précieux. Ouais. Merci de nous l'offrir pour ce temps. Et puis, plein de bisous, plein de love. C'était le Big Boss. C'était Arthur Walton. Je voulais dire Walton. Walton, t'es américain, mec. Ouais. Elon, Walton. Hein, tu m'appelles chef, mec. Mais non, je peux t'appeler Walton. Je t'appelle Big Boss maintenant. Ouais, mais Big Boss, pareil, j'ai l'impression que tu fous de ma gueule. Je prends une tarte en sortant. Du coup, merci Arthur. Travaille bien.